Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire live pour lancer la semaine européenne du développement durable. Alors on va attendre que tout le monde arrive puisque les participants, le nombre augmente encore. Donc je vais attendre que tout le monde se connecte. On va encore attendre une petite minute. Allez, il est 14 heures, on va commencer. Donc, ravi d'être parmi vous pour ce webinaire d'ouverture de la Semaine européenne du développement durable qui démarre aujourd'hui pour plusieurs semaines. Et en fait, au sein du groupe Restalliance, nous avons choisi de participer à cet événement avec une animation qui va avoir lieu toute la semaine. Donc, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Petit détail technique, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag SEDD 2022. Et puis, nous enregistrons l'événement. Donc, si jamais vous avez une contrainte professionnelle ou autre pendant ces 45 minutes que vont durer ce webinaire, il y aura un replay qui sera en ligne, donc pas de panique. Voilà, donc ravie d'être encore une fois parmi vous. Donc Mathilde Lecoq, je suis la directrice générale de Restalliance. Nous avons choisi pour ce webinaire la thématique de la loi Egalim, avec comment nous pouvons accompagner chacun de nos clients dans le respect de la loi Egalim. Alors, sujet d'autant plus, on va le voir, on va rentrer dans le détail, d'autant plus impactant dans notre quotidien parce que les aspects d'inflation, de pénurie auxquels nous sommes confrontés ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a des tas de choses à mettre en place et la loi Egalim, on le verra d'ailleurs, ne se limite pas aux aspects d'approvisionnement. Donc c'est tout ça que l'on va voir ensemble pendant ces 45 minutes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire comment on a prévu de rendre dynamique cette semaine du développement durable au sein de l'entreprise. Donc, avec au cours de la semaine un aspect un peu ludique, on a cherché à ce que l'ensemble de nos collaborateurs, que ça soit sur site avec nos clients, les résidents, les patients, que ça soit au sein du siège ou des entités régionales, que chacun puisse participer par l'intermédiaire de chaque 5 challenges. Donc, chaque jour aura sa thématique. Nous débutons aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a mis le sujet à l'ordre du jour de webinaire sur la loi Egalim. Mais demain, on parlera alimentation et en particulier alimentation végétarienne, puisque le petit challenge, ça sera de faire sur chacun de nos établissements une recette végé avec plein de belles réalisations qui se préparent. La thématique de la mobilité qui nous mobilisera mercredi, un challenge pour trouver des bonnes idées pour changer nos habitudes de mobilité et privilégier la mobilité verte. La qualité de vie au travail, jeudi, et par exemple là on va transmettre à l'ensemble de nos collaborateurs sur site et également au siège des petites vidéos sur les gestes et postures. Et puis la thématique du déchet vendredi. Alors, bien évidemment, cette mobilisation pour la Semaine européenne du développement durable s'inscrit dans notre politique entreprise plus globale sur la partie RSE, qui est basée sur un plan, une politique RSE qu'on a construit sur 5 ans, de façon à nous donner le temps de construire. Ce ne sont pas des enjeux court terme, la capacité de transformer une entreprise pour s'impliquer encore plus en termes de responsabilité sociétale. Et donc un plan qui 2020-2025 est basé sur 3 grands axes.
un premier axe qui fait le cœur de notre activité, en tout cas sur chez Rest Alliance, qui est la cuisine, hein, puisque nous sommes une société de restauration spécialisée dans le secteur de la santé. Et donc la thématique, ce premier axe, c'est cuisiner chaque jour pour prendre soin de nos convives. Un deuxième axe basé plus sur les appros et comment nous travaillons nos appros afin de promouvoir une alimentation saine et durable, avec que ce soit sur le fait de favoriser des producteurs locaux ou de choisir via une mercuriale spécifique des produits compatible avec notre démarche RSE. Et puis une troisième thématique, alors dont on parle beaucoup autour en ce moment, hein, la notion de QVT, mais qui est encore plus large, qui est développer nos équipes. Donc nous sommes un métier de service, et ce qui fait la richesse de l'entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs qui participent aux prestations que nous réalisons chaque jour auprès des résidents et patients. Et donc, comment nos équipes nous concourront à développer leurs compétences, à donner du sens au quotidien à leur mission. Ces 3 axes sont déclinés ensuite en 14 engagements que je vous invite à aller découvrir sur notre site internet. Je ne vais pas vous les détailler, ça serait un petit peu trop long. Et dernier point au sujet de notre politique RSE, c'est une volonté de notre part d'avoir une politique RSE très ancrée sur le terrain. Et donc, plutôt que d'avoir une politique RSE descendante, nous misons sur nos 40 ambassadeurs présents sur toute la France, sur nos régions, sur nos secteurs, chez des clients, mais aussi présents comme ambassadeurs RSE. Chacun de nos services, structures, supports, ont en leur sein un ambassadeur RSE pour que cette culture puisse se diffuser sur la globalité de l'entreprise. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet de la loi Egalim, ce qu'on souhaitait également, comme je viens de vous le dire, on considère que notre richesse vient avant tout de nos collaborateurs. Nous avons souhaité, pour introduire ce webinaire, aller demander à l'ensemble de nos collaborateurs, un certain nombre de nos collaborateurs, ce qu'ils pensaient de cette notion de développement durable et comment ils l'appréhendaient au sein de leur vie privée et leur vie professionnelle au sein de Rest Alliance. Je laisse la technique lancer. Est-ce que le son fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas, Chloé. C'est bon, ici, je vais. Alors, est-ce que ça fonctionne de votre côté ou toujours pas? Toujours pas. Mince. Ça y est. Un des enjeux essentiels de la RSE dans la restauration collective est la maîtrise des coûts. Cela se traduit par une centrale d'achat qui gère des volumes importants aux fournisseurs locaux, régionaux, en circuit court. Développer l'approvisionnement des produits locaux pour favoriser les circuits courts chez nos clients. L'étude des déchets, voir pour le recyclage et puis maîtriser la production. Aussi, d'éduquer nos patients et nos collaborateurs au mieux manger. Les principaux challenges de la restauration collective concernent l'énergie en cuisine. Par exemple, privilégier les équipements à basse consommation. Pour moi, Rest Alliance agit notamment dans le cadre de l'alimentation végétale via 3 piliers. Notre fondation Institut Nutrition à travers son Living Lab sur VGSIM, la construction de nos menus avec l'offre alimentaire avec un focus sur le végétal et notre centre de formation expérience qui forme nos chefs à toutes ces nouvelles techniques.
Alors au sein du service RH, on fait partie de la charte des 1000. Donc la charte des 1000 a pour objectif de favoriser l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Restapro, au sein du groupe Restalliance, participe à une démarche plus durable en déployant de manière beaucoup plus active les fournisseurs et une démarche ultra locale. Chez Restalliance, nous favorisons l'intégration des nouveaux collaborateurs en organisant des formations intégration, mais également des journées d'intégration pour les chefs gérants. Chez Restalliance, dans nos cuisines, nous réalisons régulièrement des contrôles de la production et identifions la surproduction, un bon moyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Mise sur la mise en place de nouveaux process digitalisés pour éviter un maximum la surconsommation de papier. Voilà, donc comme vous le voyez, beaucoup d'initiatives et beaucoup de thématiques. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite d'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir au niveau du chat. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, la loi Egalim, on voulait juste rappeler en préambule que c'était 8 mesures. Alors, très souvent, on réduit la loi Egalim à la thématique 50 produits avec des signes de qualité, donc 30% durable et 20% bio. Mais la loi Egalim, c'est loin d'être uniquement cela. Et donc d'ailleurs aujourd'hui, on a prévu de zoomer sur un certain nombre, enfin sur 3 thématiques. Donc d'une part le gaspillage alimentaire, d'autre part la fin progressive du plastique et puis le plan de diversification des protéines. Et puis tout à la fin, je vous en dirai un tout petit peu plus sur les 4 autres thématiques, sur les 5 autres thématiques. Alors, je vais passer la parole à Chloé, qui est notre responsable RSE et qui, pour commencer, va rentrer dans comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Merci Mathilde, bonjour à tous. Donc, concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, Egalim prévoit depuis le 1er janvier 2020 pour les établissements de santé que les établissements mettent en place une démarche globale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et par démarche globale, on entend une démarche en 3 points qui suit une certaine logique. Donc, le premier point est la prévention du gaspillage alimentaire. Et par prévention du gaspillage, on entend la limitation de la quantité de biodéchets qui peuvent être jetés à la poubelle après chacun des services. Comme on dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et c'est bien l'objet de ce premier point dans le cadre de la loi Egalim. Le deuxième point est la valorisation de ce qui est encore consommable pour l'alimentation humaine. Et là, ça peut passer par deux canaux différents. Le premier point, c'est la transformation ou la réutilisation. Autrement dit, comment un plat ou un produit qui n'aurait pas été consommé sur un service puisse être réutilisé, par exemple le soir ou pour un autre service, tout en respectant bien évidemment les règles d'hygiène. Donc ça, c'est le premier canal. Et enfin, le deuxième canal, lorsque les aliments ou les produits non consommés ne peuvent pas être réutilisés sur place, eh bien, ils doivent passer par un système de dons à des associations alimentaires. Donc voilà pour le deuxième point. Enfin, pour le troisième point de la réglementation, donc lorsqu'on ne peut plus valoriser pour l'alimentation humaine, là on passe au dernier niveau, la valorisation de ce qu'on appelle désormais des biodéchets. Et là, ça peut passer soit par la valorisation pour de l'alimentation animale, soit la valorisation pour nourrir les sols via du compostage, ou bien la valorisation énergétique via la méthanisation. Sur ce dernier point, je me permets de compléter les obligations qui avaient été données dans le cadre de la loi Egalim, puisque la loi AGEC, qui était une loi qui est sortie a posteriori de la loi Egalim, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, est venue compléter cette dernière obligation de valorisation des biodéchets en imposant de manière obligatoire de les valoriser selon le tonnage produit sur l'établissement. C'est-à-dire que concrètement, actuellement, les établissements qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an, donc ce qui est l'équivalent d'environ 200 couverts jour, doivent obligatoirement valoriser leurs biodéchets, que ce soit par l'alimentation animale, le compostage ou l'énergie. À partir du 1er janvier 2023, ce seuil va être divisé par 2. Et là, ce sera tous les établissements qui produisent à minima 5 tonnes de biodéchets par an qui seront concernés, donc des cuisines d'environ 100 couverts jour. Et enfin, à partir du 1er janvier 2024, l'ensemble des établissements seront concernés et devront mettre en place des systèmes de valorisation de leurs biodéchets. Donc, pour récapituler, concernant la réglementation, 3 points, la limitation du gaspillage, la valorisation humaine, la valorisation animale ou pour la planète. Donc voilà, concernant le cadre réglementaire, je vais maintenant passer à la deuxième partie afin de vous présenter concrètement quelles sont les solutions que nous pouvons proposer à nos clients chez Restalliance ou les solutions que vous pouvez mettre en place au sein de vos établissements.
Donc, sur le premier point, la prévention du gaspillage. Donc, nous avons développé en interne au sein de Restalliance une méthodologie de développement de campagnes de pesée des biodéchets. Donc, ces campagnes de pesée des biodéchets, elles servent à deux choses. Tout d'abord, évaluer la quantité de biodéchets jetés après chaque service. Donc, ça passe à la fois par la pesée de ce qui peut être surproduit en cuisine, mais également tous les restes assiettes qui ne sont pas consommés par les résidents. Mais cette campagne-là, au-delà d'avoir des chiffres globaux sur la quantité de biodéchets, ça sert surtout à mettre en exergue les sources de gaspillage. Est-ce que le gaspillage au sein de mon établissement vient de la surproduction, des retours d'assiettes, du plat principal, du pain, du petit déjeuner, du dîner, du repas des résidents, du repas du personnel? Bref, c'est vraiment évaluer en fait quelles sont les sources de gaspillage pour ensuite pouvoir mettre en place des actions correctives qui soient adaptées à la problématique de votre établissement. Au sein de Restalliance, on en a vraiment fait un point fort de notre politique RSE sur cette année 2022. On s'est donné l'objectif que 100% des sites aient effectué, à minima, une campagne de pesée. Donc, effectuer cette campagne de pesée, ça peut paraître contraignant au prime abord, mais c'est vraiment quelque chose d'important, puisque lorsqu'on a fait déjà l'exercice l'année dernière, on a pu mettre en évidence deux points qui nous semblaient essentiels de vous présenter aujourd'hui. Le premier point, c'est que tout d'abord, le gaspillage global au sein des établissements Restalliance était d'environ 76 grammes par repas par personne, soit 2 fois moins que la moyenne nationale ADEME pour les établissements de santé. Donc, ce qui nous conforte aussi dans le fonctionnement de la cuisine et puis dans l'établissement aussi de nos menus. Et le point très important à soulever issu de cette campagne 2021, c'est que grâce à un plan d'action concret mis en place suite à la réalisation de campagnes de pesée, le gaspillage a été diminué d'environ 26% sur les établissements. Donc, c'est un chiffre qui est non négligeable, autant de sources d'économies associées, et qui, pour nous, du coup, prouve vraiment l'utilité de ces campagnes qui, au prime abord, peuvent être contraignantes. Donc, quand je parle de plan d'action, c'est vraiment des choses très concrètes et très opérationnelles. Ça peut, par exemple, passer sur le pain. Si sur un établissement, vous identifiez des problématiques en lien avec le pain, certains sites, en fait, ont remplacé les miches de pain par du pain tranché, qui permet de mieux contrôler la quantité et d'adapter aussi aux différentes typologies de mangeurs. Autre exemple, sur un établissement, on s'est rendu compte que les fruits entiers, en fait, n'étaient pas souvent consommés par les résidents. Et donc, on a vu, en lien avec le personnel de l'établissement, pour proposer des fruits découpés plutôt que des fruits entiers. Et là, on s'est rendu compte d'une vraie amélioration, donc à la fois bénéfique d'un côté nutritionnel, mais aussi pour le gaspillage alimentaire. Voilà pour ce premier point concernant la prévention du gaspillage. Concernant le deuxième point, pour valoriser ce qui est encore consommable pour l'alimentation humaine, donc comme je vous l'ai dit, dans l'idéal, c'est bien sûr de réutiliser ou de transformer au sein du site des produits qui n'auraient pas été consommés lors d'un service. Mais lorsque ce n'est pas possible, par exemple sur des gros établissements où il y a souvent du choix multiple via des selfs, où l'effectif des convives n'est pas nécessairement maîtrisé, donc ce qui génère forcément de la surproduction, vous pouvez également solliciter des associations de dons alimentaires. Donc, ça peut être des associations relativement connues, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, les Restos du Cœur. Mais ce qui est surtout important dans le choix que vous pourriez faire en lien avec une association, c'est d'en choisir une qui est située dans votre écosystème en local, afin qu'on garde vraiment la démarche vertueuse en fait de la démarche. Puisque si vous prenez une association qui est située, on va dire, à plus de 100 km de votre établissement, qui génère beaucoup de logistique, on perd vraiment l'idée globale en fait du projet. Donc, solliciter des associations de dons afin de lutter contre le gaspillage et valoriser pour l'alimentation humaine lorsque c'est encore possible. Et enfin, le dernier point, lorsqu'on ne peut vraiment plus consommer par l'humain le surplus alimentaire, la valorisation des biodéchets. Donc là, plusieurs exutoires possibles qui dépendent de plein d'éléments, qui dépendent de votre localisation. Est-ce que vous êtes situé en zone rurale? Est-ce que vous êtes situé en zone urbaine? Est-ce que vous avez des espaces verts? Et qui dépend également de votre projet global d'établissement. Est-ce que vous souhaitez avoir une fin de compost, donc que ce soit du compostage sur site ou du compostage industriel, ou est-ce que vous souhaitez produire de l'énergie, par exemple? Donc ça, c'est vraiment dépendant de votre établissement à construire en lien avec votre projet, avec votre prestataire de service, mais aussi avec votre écosystème local. Si je peux vous donner un exemple, sur un établissement en zone rurale, l'établissement a vraiment souhaité inscrire cette démarche de gaspillage alimentaire dans un projet global d'établissement. Et donc, ils ont souhaité mettre en place le compostage sur leur site, du coup, sans passer par un prestataire externe. Donc, sauf pour le prestataire qui amène le matériel, bien évidemment, pour réaliser le compostage. Donc, suite à la production en cuisine, les biodéchets étaient récoltés, également collectés en salle après le service. Ils étaient ensuite mis dans un composteur
Donc, le temps que ça fermente, que ça fasse du compost. Et ensuite, ce compost était utilisé à deux fins, soit pour l'entretien des espaces verts, soit pour nourrir en fait des carrés potagers qui ont été justement installés de manière simultanée au compost. Et ces carrés potagers sont entretenus par les résidents lors d'ateliers jardinage spécifiques. Donc, vous voyez, la boucle est vraiment vertueuse. On pourrait dire la boucle est bouclée. Tout ce qui n'est pas consommé est réutilisé pour ensuite pouvoir produire de nouveaux légumes au sein de l'établissement. Voilà, j'en ai terminé pour cet aspect contre le gaspillage alimentaire. Et je vais maintenant passer la parole à Sophie Luthiot pour le deuxième sujet concernant le plan diversification des protéines. Merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en ce qui concerne le plan de diversification des protéines, la loi Egalim nous impose de présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales. Alors ça concerne aujourd'hui les restaurants qui produisent plus de 200 repas jour. Donc l'objectif ici étant de réduire la part de protéines animales et d'intégrer plus de protéines végétales. Alors, cette réglementation et cette obligation, si je puis dire, présente plusieurs avantages. La première, c'est que ça va permettre à la population française de diversifier son alimentation. Et puis également de pouvoir peut-être découvrir des aliments qui étaient parfois oubliés ou non consommés, peu consommés, comme les légumineuses ou les céréales. Ça va permettre également d'atteindre les niveaux de consommation qui sont préconisés par le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, dont le dernier rapport qui date maintenant de 2019 nous préconise de consommer des légumes secs à hauteur de 2 fois par semaine, notamment pour leur apport en fibres. Et puis, de manière plus générale, c'est vrai que d'intégrer plus de protéines végétales va nous permettre d'évoluer vers un mode de consommation plus durable, puisqu'il faut retenir qu'aujourd'hui, l'alimentation représente 25% de notre empreinte carbone. Et on sait aujourd'hui que la production et la consommation de protéines végétales va avoir une empreinte carbone qui est moindre que les protéines animales, et notamment les protéines issues de viande rouge. Donc, pour vous donner un exemple et un ordre d'idée, je vous ai mis quelques chiffres ici. Donc, comparaison entre 100 grammes de faux filet de bœuf et 300 grammes de lentilles. Alors, pourquoi des quantités différentes? C'est parce qu'on a besoin de ces quantités-là pour apporter le même grammage de protéines. Donc là, chacune des assiettes apporterait 30 grammes de protéines. Et vous voyez donc que pour une quantité de protéines équivalente, on a vraiment une empreinte carbone qui est largement supérieure pour le faux filet de bœuf, puisqu'on a une empreinte carbone de 4,27 kg contre 115 grammes pour les 300 grammes de lentilles. Donc voilà, bien garder en tête effectivement que lorsque l'on consomme des protéines végétales, on a finalement un effet positif, notamment en diminuant notre empreinte carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup chez Restalliance pour pouvoir répondre finalement à cette réglementation? Alors, 3 points. Premièrement, nous avons intégré des recettes végétariennes dans nos offres. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, on en avait déjà depuis 2020, mais aujourd'hui, on a vraiment accéléré notre démarche de transition alimentaire et on atteint d'ores et déjà notre objectif RSE qui était d'atteindre 3 recettes végétariennes en fréquence, donc par semaine, dans nos menus, sur l'ensemble de nos segments. Donc pour cela, on a travaillé des nouvelles recettes végétariennes à la fois avec des partenariats avec des chefs de renom comme avec David Gallienne, mais également avec les membres de notre réseau des chefs et puis également les membres de notre service R&D. Alors le goût, c'est vraiment important dans les recettes végétariennes parce qu'il faut donner envie de goûter à ces plats, mais l'équilibre alimentaire et l'équilibre nutritionnel l'est tout autant. Donc c'est pour ça que ces recettes ont été validées par notre service nutrition. Elles vont chacune d'entre elles apporter au minimum 10 grammes de protéines à la portion. Et puis, elles vont, lorsqu'elles sont composées de protéines végétales, être composées d'une part de céréales et d'une part de légumineuses, pour avoir vraiment l'association et assurer la complémentarité au niveau des protéines. Pour accompagner également nos chefs dans cette démarche de transition alimentaire, on a développé une formation sur la cuisine végétarienne. Alors là, l'objectif, c'est de pouvoir faire comprendre aux chefs les enjeux finalement qu'il y a derrière la loi Egalim, derrière la transition alimentaire, et puis de manière plus globale, de comprendre les bénéfices d'intégrer des protéines végétales dans nos menus.
Et c'est vrai que cette formation m'a permis, par exemple, à certains chefs qui l'ont réalisé cette année, qui étaient peut-être un petit peu réfractaires au départ sur ces sujets du végétarien, finalement de comprendre les bénéfices et de sortir de cette formation et d'avoir envie de tester ces recettes sur les sites. Et puis enfin, nous travaillons à la création d'actions de sensibilisation, d'outils de communication pour accompagner nos clients et puis pour accompagner également nos convives dans cette transition alimentaire. Par rapport à tout ça, on s'est notamment basé et inspiré des résultats du Living Lab qui s'appelle VGSIM, qui a été à l'initiative de l'Institut Nutrition. Donc, c'est des observations dont le but, finalement, l'étude était de comprendre comment concilier transition alimentaire et plaisir chez les jeunes en situation de handicap. Et c'est vrai que cette étude nous a appris pas mal d'éléments, notamment de comprendre que l'environnement du repas, par exemple, était important dans l'acceptabilité des plats végétariens, la façon dont on va apporter le repas, le nom qu'on va donner à ces recettes. Et puis, de manière plus globale, finalement, la connaissance de ces plats végétariens a vraiment été un élément clé pour favoriser l'envie de manger. Donc voilà, on se rend compte que toutes ces initiatives, ces actions de sensibilisation, ces ateliers et ces formations de manière générale vont vraiment être des outils qui vont nous permettre d'informer, de rassurer la population sur ces éléments-là et de leur donner envie d'essayer le végétarien pour que tous ensemble, on puisse aller vers une transition alimentaire. Voilà. Et je laisse la parole à Chloé pour la suite du webinaire. Merci Sophie. Du coup, je vais donc terminer sur le 3e focus qu'on a souhaité faire durant ce webinaire et qui porte du coup sur la fin progressive du plastique. Donc, comme d'habitude, concrètement, dans la loi Egalim, qu'est-ce qui est demandé vis-à-vis du plastique? Donc, tout d'abord, la fin de la mise à disposition sur les établissements de certains plastiques à usage unique. Les gobelets, les assiettes, les touillettes à café, les fourchettes, les couteaux, etc. Bref, un petit peu comme ce qui nous est demandé en fait à nous en tant que particuliers, mais maintenant c'est également obligatoire au sein des établissements de santé. Le 2e point est la mise à disposition d'une fontaine à eau pour les établissements recevant du public. Alors, il faut savoir que dans les établissements de santé, contrairement aux établissements scolaires ou d'entreprise, les établissements sont toujours autorisés à distribuer des bouteilles d'eau plastique dès lors qu'elles s'inscrivent dans le parcours du résident, dans le parcours de restauration du résident. Si la bouteille d'eau plastique fait partie du menu, par exemple, s'il est servi sur son plateau, il n'y a pas de problème. Par contre, il est désormais interdit de distribuer de manière gratuite aux résidents, aux familles ou au personnel des bouteilles en plastique. Et c'est pour cela qu'il est encouragé, que les établissements sont encouragés à mettre à disposition du coup des fontaines à eau, notamment lorsqu'ils reçoivent par exemple les familles des résidents. Enfin, dernier point qui concerne le portage à domicile et les repas livrés, il est désormais interdit d'utiliser des barquettes plastiques pour le portage à domicile lorsque la fréquence de livraison de ces repas est supérieure à 3 livraisons par semaine. Là encore, la loi AGEC est venue compléter la loi Egalim en imposant des mesures complémentaires. Donc, la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle est allée plus loin et au-delà d'interdire les barquettes plastiques, elle a même imposé d'utiliser des contenants réemployables lorsque la fréquence de livraison est encore une fois supérieure à 3 livraisons par semaine. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de se dire « bon, j'enlève le plastique, je le remplace par des barquettes en cellulose ». Non, ça, c'est plus possible. En fait, il ne faut plus utiliser des barquettes à usage unique. Il faut vraiment rentrer dans une logique de circularité et de réutilisation des contenants. Voilà pour les attendus réglementaires. Maintenant, concrètement, comment chez Rest Alliance, on a souhaité répondre à ces obligations? Donc, concernant le premier point, fin de la mise à disposition de certains plastiques à usage unique, eh bien, tout simplement, on a stoppé les achats de vaisselle jetable plastique, donc en finissant bien évidemment nos stocks pour rester dans cette logique vertueuse, mais nous avons progressivement remplacé cette vaisselle jetable par la vaisselle jetable à base de matières premières issues de biomasse, donc que ce soit de bambou, d'amidon de maïs, et là c'est la meilleure des solutions, par de la vaisselle réutilisable si le fonctionnement de l'établissement le permet de nettoyer et de réutiliser les contenants. Voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, donc un peu spécifique aux établissements de santé, pour la mise à disposition d'une fontaine à eau,
nous avons référencé des prestataires et nous sommes désormais en mesure de proposer à nos clients des tarifs négociés pour nos clients pour mettre en place des fontaines à eau. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nécessairement obligatoire lorsque les bouteilles d'eau rentrent dans le menu, on va dire, du patient. Mais c'est vrai que ça nous semble intéressant, dans le cadre d'une logique plus vertueuse et environnementale, et puis on ne sait pas comment va évoluer la loi à l'avenir, de dès à présent, si l'établissement le permet, mettre en place des fontaines à eau, y compris pour les résidents, par exemple dans les salles à manger. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rentre aussi dans le parcours d'autonomisation du résident, et que parfois, c'est selon le modèle qui peut être choisi de fontaine, on n'est pas obligé de rester sur de la distribution d'eau plate de manière classique. Il peut également y avoir des alternatives, de l'eau gazeuse ou même du sirop, ce qui permet vraiment aussi de diversifier, la boisson en fait pour les résidents. Et enfin, sur le dernier point, donc qui concerne plus les repas livrés, là, cette fois, 2 cas de figure. Donc, pour les établissements qui ne sont pas concernés par cette réglementation, puisque des fréquences de livraison inférieures à 3 livraisons par semaine, nous sommes quand même en mesure de les accompagner vers la fin progressive du plastique, même si ce n'est pas réglementaire, en leur proposant des barquettes à base de matériaux alternatifs, donc en cellulose, en carton, en amidon. Donc, cette recherche de matériaux alternatifs a été relativement longue, puisqu'on a dû réaliser, comme vous pouvez vous l'imaginer, un certain nombre de tests. Ce n'est pas si facile que ça d'enlever le plastique de nos vies, compte tenu des multiples propriétés que possède ce matériau. Mais on est désormais en mesure, en tout cas, de vous proposer, en lien avec nos fournisseurs, des solutions alternatives si vous souhaitez petit à petit diminuer les barquettes en plastique. Maintenant, pour les établissements, donc deuxième cas de figure qui rentre dans le cadre contraint de la loi AGEC qui nécessite d'utiliser des contenants réemployables, certains de nos fournisseurs ont mis en place un système de récupération de barquettes qui peuvent être nettoyées et réemployées. C'est-à-dire que ces barquettes sont consommées à domicile par la personne. Lors de la livraison du repas suivant, elle est récupérée et elle rentre ensuite dans un système de nettoyage, donc une usine de nettoyage mise en place par le fournisseur, avant de revenir au niveau de la cuisine centrale pour être complétée et à nouveau resservie par système de distribution, du coup, pour le consommateur. Donc, ironie du sort, ces barquettes actuellement sont en plastique. Donc là, c'est là où on voit que parfois la réglementation est assez complexe. Mais bien évidemment, ce n'est pas du plastique comme le plastique plastique. C'est du plastique dur et qui peut être réemployé environ jusqu'à 40 fois, comme pourraient l'être par exemple vos tupperwares ou des assiettes en plastique que vous pourrez acheter pour vos enfants, par exemple. Donc voilà pour le portage à domicile, donc lorsque c'est des barquettes individuelles. J'en profite également pour vous informer que pour ce qui est des barquettes collectives, donc qui ne sont pas livrées directement chez les personnes, mais qui sont utilisées au sein d'un intermédiaire, d'un CCAS par exemple, de plus en plus de nos clients ont souhaité qu'on mette en place avec eux des systèmes de bacs gastro en fait pour remplacer les barquettes de grande taille en plastique. Donc, ces systèmes de bacs gastro permettent en effet d'être réutilisables un certain nombre de fois, mais d'un autre côté, génèrent aussi beaucoup plus de logistique puisqu'un bac gastro ne prend pas autant de place dans un camion qu'une barquette en plastique et peut aussi être un problème compte tenu des trous musculo-squelettiques associés au port de charge de ces bacs gastro. Voilà, donc un système possède toujours des points positifs et des inconvénients. Comme je dis souvent en interne, tout est question de parti pris en RSE. Qu'est-ce qu'on favorise? Les TMS, la production de carbone en lien avec la logistique ou bien la suppression de l'utilisation du plastique. Voilà, j'en ai terminé pour ce focus sur le plastique et du coup, je vais maintenant redonner la parole à Mathilde Lecoq pour effectuer la conclusion. Eh bien, merci Chloé, merci Sophie. Donc on le voit, plein de sujets et effectivement pas toujours de solutions idéales. C'est la nécessité d'instruire chaque sujet en profondeur pour petit à petit progresser et trouver les solutions les plus adaptées pour la planète, et puis aussi à chacun de vos établissements, que vous soyez une clinique, un établissement pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap. Et selon votre localisation, c'est vrai que les contraintes vont être différentes. Alors,
En conclusion, je voulais juste revenir, je vous ai très rapidement expliqué repréciser que la loi Egalim était basée sur 8 principes. On a traité et on a souhaité en traiter 3 plus en détail lors de ce webinaire. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, le plan de diversification des protéines et la fin progressive du plastique. Mais nous avons également, on va parcourir très rapidement les autres thématiques. Donc il y a notamment, alors je ne sais plus dans quel ordre ça s'affiche. Je ne vois pas, Chloé, si… Bon, il y a aussi une thématique, ah ben voilà, ça y est, tout arrive, sur une obligation donc d'information de la clientèle pour renforcer la connaissance et sur la composition et nutritionnelle et de provenance des aliments qui composent un menu. Donc là, les orientations prises vont passer par le renforcement d'outils digitaux et la digitalisation de cette information pour la mettre à disposition et de nos clients, mais aussi du consommateur final, donc soit via les menus, soit via des plateformes Power BI, en fait, qui vont synthétiser toutes ces informations. Sur la même thématique de dématérialisation et finalement là où la digitalisation nous aide bien, ça concerne notamment les obligations de facturation, hein, là aussi pour diminuer peu à peu le recours au papier et le transfert des éléments par voie postale. Et donc aujourd'hui, par exemple, hein, l'ensemble de notre facturation est totalement dématérialisé et est envoyé à l'ensemble de nos clients par voie dématérialisée. Et puis, troisième sujet dans la même réflexion aussi sur les relations contractuelles qui doivent être renforcées donc avec nos fournisseurs et avec nos clients. Et pour ce faire, par exemple, on a fait un petit module de formation qu'ont suivi en 2021 l'ensemble de nos collaborateurs sur l'éthique des affaires et qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le cadre de nos relations contractuelles. C'est souvent des choses qui peuvent sembler évidentes, mais comme toute chose évidente, ça fait toujours du bien de se les rappeler. Voilà, module qui est à la disposition et même si j'ai vu qu'il y avait des clients qui participaient à ce webinaire, n'hésitez pas à nous demander, nous pourrons vous le transmettre pour vos propres équipes avec plaisir. Autre thématique qui se trouve dans la loi Egalim, c'est le renforcement des contrôles sanitaires. Alors, le travail qu'on a effectué sur cette thématique, c'est une refonte complète de notre PMS. Le PMS, c'est le plan de maîtrise sanitaire, donc qui regroupe l'ensemble des procédures qui vont permettre d'assurer la sécurité alimentaire sur l'ensemble des sites où nous intervenons. Et donc, PMS qui a complètement été revu en 2020 et diffusé et déployé sur l'ensemble de nos sites et des sites clients où nous intervenons également en fonctionnement APRO, et là aussi à disposition pour les clients qui le souhaitent. Et puis le dernier sujet, alors même si on n'a volontairement pas voulu focuser dessus, qui reste bien évidemment un vrai sujet de fond, qui est l'obligation avec cette loi Egalim d'utiliser 50% de produits avec des signes de qualité. Donc dans ces 50%, 30% de produits durables. Et hélas, je trouve hélas, dans ces 30%, il n'y a pas le côté proximité locale, hein, puisque les produits locaux ne sont pas considérés comme une marque et un signe de qualité. Mais je pense que à terme, il est possible que les choses évoluent. Et puis donc 20%, donc 30% de produits durables sous label qualité et 20% de produits bio. Voilà, donc ça c'est une obligation souvent connue de la loi Egalim. Un des moyens que nous avons eu de répondre et d'apporter des solutions à nos clients a été la création et la labellisation de Santéal, qui est en fait la définition dans nos mercuriales de produits répondant à un cahier des charges strict en termes de provenance, en termes de composition, et qui permet d'être une alternative aux labels qui sont gages de qualité, bien évidemment, mais souvent avec un surcoût
économiques non négligeables, label rouge ou les produits AOP ou AOC qui génèrent des surcoûts importants, pas toujours compatibles avec les budgets que nos clients et les contraintes économiques de nos clients. Et donc, le référencement de Santéal permet d'avoir des produits qui sont quand même définis dans leur contenu et dans leur composition, mais avec un surcoût maîtrisé. Voilà, donc ça c'est une des alternatives possibles. Et puis après, soyons de toute façon inventifs et au plus près des réflexions et des besoins des résidents et des patients que nous nourrissons chaque jour. Voilà, écoutez, nous voilà à la fin de ce webinaire et de ces quelques informations que nous souhaitions vous apporter. Je laisse la parole à Chloé qui va reprendre les éventuelles questions des participants. Et je vous dis à très bientôt en tout cas. Merci Mathilde pour cette conclusion. Donc il nous reste 5 minutes pour les questions. Donc une première question pour toi Sophie. Une question concernant l'atelier de sensibilisation qui est prévu sur 2023. Est-ce que tu peux donner davantage de contenu, qui va être concerné et quels seront les éléments qui seront abordés au travers de cet atelier? Alors effectivement, je ne l'ai pas détaillé, mais cet atelier donc, qui est prévu pour début 2023, tout d'abord, on l'a voulu plutôt ludique et qui favorise les échanges. Donc c'est un atelier qui sera ponctué de petites animations et tout au long de l'atelier. Alors il va durer à peu près 1 heure pour garder aussi l'attention de notre public. Il est plutôt destiné du coup aux résidents, alors pas forcément ciblé sur un segment particulier. Ça peut être des établissements qui reçoivent des personnes en situation de handicap, des EHPAD, des SSR. Il pourra tout aussi intéresser les accompagnants d'ailleurs de ces résidents-là. Et puis l'objectif de cet atelier, c'est vraiment d'informer et de rassurer sur le végétarien. Donc on va faire un petit zoom sur les différents modes d'alimentation, comprendre un petit peu les différences. Qu'est-ce qu'une protéine végétale? Où est-ce qu'on va pouvoir la trouver? Dans les légumineuses, dans les céréales, dans les graines. Comprendre aussi les bénéfices qu'apportent ces protéines végétales, à la fois pour sa santé, mais également pour la planète. Et puis après, de discuter un petit peu des recettes végétariennes qu'on peut déjà connaître et puis surtout de donner envie finalement de découvrir ces nouvelles recettes. Merci Sophie. Donc, j'espère que ça a répondu à la question de la personne. Donc, on a eu également une autre question sur le gaspillage alimentaire, donc auquel je vais répondre. Les campagnes de pesée doivent remplir quels critères? Donc, concrètement, nous, on a mis en place une méthodologie qui nous semblait la plus adaptée au maximum de nos établissements. Mais après, l'idée, c'est vraiment d'adapter ces campagnes en fait, aux établissements et au fonctionnement des établissements. On sait que c'est rajouter quand même une étape supplémentaire, une petite contrainte, mais pour que ce soit le moins contraignant possible, les choses peuvent être quand même flexibles. Donc l'idéal, c'est de le faire peut-être sur 2 mois, mais ne pas faire les 2 mois complets, bien évidemment, mais le faire sur plusieurs mois, ça permet également d'avoir une variété dans les menus, une variété dans les produits utilisés. Parce qu'il y a peut-être certains produits qui seront moins appréciés sur 1 mois et d'autres plus appréciés. Donc voilà, pour avoir une diversité, éventuellement le faire sur 2 mois et par exemple le faire à minima entre 3 et 5 jours sur 1 mois et 3 et 5 jours sur l'autre. Donc ça c'est bien sûr, c'est adaptable. Dans l'idéal, petit déjeuner, dîner et encore dans l'idéal le faire bien sûr sur une semaine complète. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment adaptable et le moins contraignant possible. Parfois, il n'y a pas le même nombre de personnes en cuisine. Il peut aussi y avoir des aléas. Donc, les campagnes sont vraiment adaptées. On a mis en place, après la récolte des résultats, tout un système de calcul qui peut prendre en compte ces différentes spécificités, qui est vraiment très modulable et qui, pour autant, peut sortir des chiffres robustes et un plan d'action qui soit adapté. Donc, en soi, il y a des critères, mais c'est aussi vraiment à construire en fonction du fonctionnement de votre établissement et des contraintes que vous pouvez avoir sur votre site. Et pour compléter de façon très concrète, ce sont des seaux qui permettent la pesée. Donc, on récupère les déchets alimentaires par typologie, quand on veut aussi une typologie, notamment je pense au pain, ce qui est toujours intéressant de mesurer le gaspillage. C'est une des sources quasi systématiques et qui sort dans le trio de tête des thématiques à travailler pour aller diminuer le gaspillage alimentaire. Et donc, après, peser de ces différents seaux et analyse systématiquement, Chloé le disait, à différents
stade de la production, donc au moment de l'épluchage, avant la mise en production, les surproductions au moment de la production, donc ce qui n'est pas présenté au consommateur final, et puis dernier niveau de pesée, c'est tout ce qui va être retour assiette. Voilà, et c'est le total des trois qui justifie et nécessite des plans d'action et qui rentre d'ailleurs dans la mesure des 76 grammes que l'on obtient de déchets moyens au sein de Restalliance versus les 126 ou 124, je ne sais plus, de l'ADEME. Tout à fait, merci Mathilde pour son complément d'info. Et donc une des personnes a rebondi sur votre propos en demandant si le matériel nécessaire était fourni par Restalliance. Donc je me permets de répondre en disant que si l'établissement ne possède pas les éléments, souvent on peut quand même trouver un seau ou une balance, puisque les balances sont fréquemment utilisées en cuisine. Donc souvent, voilà, on se débrouille avec les moyens du bord, si je puis dire. C'est vrai que certains établissements sont déjà entrés dans une démarche de gaspillage alimentaire et ont pu mettre en place, par exemple, des tables de tri. Et donc là, il suffit de dédier un trou de la table de tri aux biodéchets. Donc, ça tombe directement dans un sac et après, la pesée est simple. Mais on peut aussi le faire de manière vraiment simple en utilisant un seau à la fois, comme disait Mathilde, pour le pain, un seau pour la surproduction en cuisine et un seau pour les retours assiettes. Mais globalement, très simple, peu coûteux et tout ce qu'on aime, efficace. Et par contre, ce que nous mettons à disposition, c'est un logiciel qui permet derrière de faire tous les calculs et une préconisation, alors qui est revue après par le référent RSE, mais des préconisations de plan d'action, avec aussi dans ce logiciel qui accompagne le logiciel, un référencement en fonction de vos résultats, qu'est-ce qu'on préconise comme action. Si je reprends l'exemple du pain, passer en précoupé ou systématiquement faire une repasse de pain si on est en salle à manger. Voilà, il y a différentes actions, donc on a pré-mâché, entre guillemets, des trucs et astuces qui fonctionnent et qui ont fait leur preuve sur d'autres établissements, et donc on est vraiment dans cette notion aussi de mutualisation, qui est complètement dans l'esprit de notre politique RSE. Tout à fait. Merci Mathilde pour ce complément. Donc là, il est 45, mais je me permettrai juste de finir par une dernière question, donc qui ne porte pas spécifiquement sur une des thématiques d'Egalim, mais qui est une thématique qui devient de plus en plus importante, qui est la thématique de l'énergie. Donc, où une des personnes nous a demandé concrètement qu'est-ce qu'on réalisait en termes d'énergie. Donc, énergie est un vrai sujet, d'autant plus cette année en lien avec la limitation de l'eau et puis la limitation aussi de l'énergie prévue pour cet hiver. Donc actuellement, Mathilde parlait tout à l'heure de trucs et astuces. C'est un petit peu ce qu'on fait en fait au sein de la cuisine. On met en place des trucs et astuces. On essaye d'aider les chefs et les établissements via des mesures très simples. Ça peut paraître bête, mais pensez à bien fermer les robinets, à éteindre les lumières, mettre des couvercles aussi lorsqu'on fait bouillir l'eau. Donc, on accompagne vraiment via des trucs un petit peu simples, déjà qui permettent d'agir de manière concrète sur l'énergie. Et de manière plus globale, nous avons réalisé l'an dernier notre bilan carbone. Nous avons identifié plusieurs sources de travail pour agir justement sur l'énergie. Donc, nous avons par exemple la mobilité, la gestion des fluides frigorigènes. Et c'est un sujet très important sur lequel nous allons être amenés à travailler d'ici la fin de l'année et qui se poursuivra bien sûr l'année prochaine. Donc, sur cette démarche-là, je pense qu'on a tous gagné à travailler ensemble en tant qu'acteurs de la restauration collective. Quelle sera la cuisine de demain lorsque nous serons limités en eau, limités en énergie? Et donc, si certains, j'en profite pour faire un petit appel, souhaitent que nous avancions ensemble sur ce sujet-là, nous, on est tout à fait ouverts, puisque je pense qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourra trouver des solutions simples et adaptées qui nous permettront d'agir sur cet aspect-là. Et on a encore à faire preuve. Je suis sûre qu'il y a des tas de choses qui sont, alors là aussi, qui nécessitent un petit peu d'instruction, mais comme vous le disiez, Chloé, comment est-ce que demain, si on se disait on a besoin de 2 fois moins d'eau, qu'est-ce que je mets en œuvre comme recette qui utilise 2 fois moins d'eau? Voilà, c'est des choses où on ne les instruisait pas obligatoirement jusqu'à présent, mais où notre équipe R&D et nos ambassadeurs RSE commencent à plancher sur le sujet. Tout à fait. Bon, écoutez, Mathilde, je vous laisse peut-être conclure.
Eh ben, merci à tous. En tout cas, très bonne semaine européenne du développement durable. N'hésitez pas à suivre nos 5 challenges, donc un jour un challenge. La réussite, ça passera par l'action de chacun d'entre vous. Et encore une fois, il y a des actions de fond, il y a des sujets qu'on instruit. Je sais pas, je repense à la suppression du plastique dans le portage à domicile. C'est pas des choses qu'on improvise et on remplace pas une barquette PET du jour au lendemain par de la cellulose, ça demande. Mais il y a des tas d'autres une prise de conscience et des petits gestes du quotidien qui feront que on avancera collectivement dans une meilleure maîtrise et le progrès sur cette thématique du développement durable. Donc très bonne semaine, plein d'initiatives et puis à très bientôt sur la thématique, en tout cas à l'année prochaine pour la semaine du développement durable. Au revoir. Au revoir, très bonne semaine.